La fille de mon frère m'a envoyé par SMS sa liste de souhaits pour l'obtention de son baccalauréat. Une nouvelle voiture, un voyage de 4000 € et un sac de marque. J'ai répondu non, elle a répliqué, alors ne viens pas. Je n'y suis donc pas allée. 2 heures après le début de la fête, tout a dégénéré et le groupe de discussion familiale a explosé. Un jeudi soir anodin, j'ai reçu un message de ma nièce qui m'a littéralement sidérée. Ce n'était pas un salut. Ce n'était pas un merci ou un « j'espère que tu viendras à mon bac ». C'était une pièce jointe PDF avec le message « Salut tante Manon. J'ai fait une petite liste de souhaits pour mon bac, émoticône, sourire. Peux-tu me dire lequel tu me prendras pour que je puisse dire à maman et papa de ne pas prendre la même chose ? J'ai ouvert le fichier. 3 choses. Un tout nouveau Range Rover blanc. Un voyage de 4000 € à Tulum avec ses 2 meilleurs amis. Un sac Louis Vuitton, et pas un petit non plus, le Neverfull GM. Elle avait même inclus des liens, des prix et un classement par ordre de priorité avec de petites étoiles à côté, comme s'il s'agissait d'un guide de cadeaux d'entreprise. J'aurais aimé inventer ça. J'ai fixé mon téléphone comme s'il m'avait personnellement insulté. Pas la moindre trace d'humilité. Pas de « je sais que c'est beaucoup » ou « ne te sens pas obligé ». Juste une pure exigence enveloppée d'un smiley. Alors j'ai répondu « c'est tout ». Elle a répliqué moins de 5 minutes plus tard « alors ne viens pas ». Pas d'explication, pas de tentative d'apaisement. Juste ça. Et vous savez quoi ? Je n'y suis pas allée. Je n'ai pas assisté à la cérémonie de remise des diplômes. Je n'ai pas répondu à l'invitation. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas joué le rôle qu'ils attendaient tous de moi depuis 10 ans. Mais Chloé a oublié quelque chose. Ou peut-être ne l'a-t-elle jamais réalisé. Elle a oublié qui payait tout. Je n'étais pas seulement sa tante. J'étais sa bienfaitrice silencieuse. La robe qu'elle avait choisie le mois dernier. Une boutique à Saint-Germain-des-Prés, elle avait pleuré de joie en l'essayant. Devinez quelle carte le magasin avait en dossier ? Le rendez-vous de maquillage et de coiffure professionnelle qu'elle avait pour le matin de la remise des diplômes. C'est moi qui les avais réservés. Les chaussures, les bijoux, le service de voiture avec chauffeur après la cérémonie, la réservation de dîner pour 12 dans ce restaurant de viande hors de prix. Tout ça, c'est moi. Et surtout, le dernier versement des frais de scolarité pour son école de commerce de rêve. Oui, ça devait être payé le vendredi matin. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai rien annoncé dans le groupe de discussion familiale. J'ai juste pris mon téléphone, appelé chaque fournisseur et commencé à annuler les services un par un. La boutique a été compréhensive. Je n'avais laissé qu'un acompte, donc la robe était réservée, pas entièrement payée. Le salon a été agacé, mais je leur ai rappelé que c'était sous mon nom, et ils n'ont pas pu discuter. La société de voiture avec chauffeur, annulée. La réservation de dîner, annulée. J'ai tout fait en silence. Pas de drame, pas d'avertissement. Le samedi matin, le jour de sa remise de diplôme, mon téléphone a commencé à sonner vers 9h15. D'abord ce fut Thomas, puis sa femme, puis Chloé elle-même. Apparemment, Chloé s'était présentée au salon avec son café glacé et ses photos Pinterest en main, s'attendant à être chouchoutée, seulement pour se faire dire qu'elle n'était pas sur l'emploi du temps et qu'elle n'avait pas payé. Puis vint l'appel de la boutique. Ils ont demandé pourquoi sa tante avait annulé la robe, celle qu'elle avait dit à tout le monde qu'elle porterait. Son plan de secours, une robe qu'elle avait déjà portée au bal de l'hiver de l'année dernière. Rien d'autre ne lui allait. À 11h, elle était hystérique. À midi, Thomas m'a appelé depuis le parking de l'école, criant au téléphone, mais je n'ai pas répondu. Pas avant cette nuit-là, quand les photos ont commencé à être publiées, et que j'ai remarqué qu'elle ne souriait sur aucune d'elles. Elle m'a envoyé un message vers 22h, juste une ligne, « Je te déteste. Tu n'es plus rien pour moi. » J'ai répondu, « Comme tu voudras. » Et puis j'ai annulé le paiement des frais de scolarité. Le dimanche matin, le groupe de discussion familiale était en feu. Cela a commencé avec Chloé postant une des photos de la remise de diplôme. Elle se tenait raidement devant une table pliante couverte de cupcakes achetés en magasin et de décorations en plastique. Pas de robe,
Pas de voiture avec chauffeur, pas de dîner, juste elle dans une robe bleu marine froissée dont je me souvenais de 2 réveillons de Thanksgiving précédents. Forcée de porter ses cheveux en chignon qu'elle avait clairement fait elle-même. Quelqu'un, je pense que c'était tante Solange, a commenté, « Belle fille. Où est la robe que tu as choisie ? Je pensais que tu avais ta brigade glamour qui venait. » C'est là que Chloé a craqué. Elle a envoyé un message si venimeux que j'ai dû le lire 2 fois, demandé à Manon. Elle a tout gâché. Puis 1 minute plus tard, elle a annulé mon maquillage, annulé le chauffeur, annulé mon dîner. Elle a saboté toute ma remise de diplôme parce que j'ai demandé un cadeau. Puis Thomas s'est joint à la conversation, « Je ne sais pas quel est ton problème, Manon, mais félicitations. Tu as brisé ta nièce le jour qui devait être le plus beau de sa vie. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que pendant qu'il se déchaînait dans le groupe de discussion, Thomas m'envoyait des SMS en privé, me suppliant de rétablir le paiement des frais de scolarité. Il avait dû enfin réaliser que l'université annulerait son inscription si le solde final n'était pas réglé le lundi matin. Son message était désespéré, « Manon, s'il te plaît. Si tu ne paies pas, elle perd sa place. » Ils lui ont donné une bourse, mais elle est conditionnelle. Je ne peux pas me permettre la différence. Nous avons déjà dit à tout le monde qu'elle y allait. Ne punis pas son avenir. Je te rembourserai. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai envoyé directement au groupe de discussion avec une seule phrase, « Elle m'a dit de ne pas venir, alors je me suis tenue à l'écart. » Silence pendant 5 bonnes minutes. Puis vint le déluge. Solange a tenté de jouer les médiatrices. Ma cousine Julie a demandé si Chloé s'était excusée. Une de mes autres sœurs a dit qu'elle avait vu la liste de souhaits et qu'elle était démente. Quelqu'un d'autre a posté un mème. Thomas a perdu les pédales, vous vous retournez tous contre ma fille pour une erreur. C'est une enfant. Elle était excitée. Elle ne voulait rien dire de mal. Manon est l'adulte ici et elle a agi comme une véritable méchante. J'ai répondu, tu as raison. Je suis l'adulte. C'est pourquoi j'ai arrêté de financer cette illusion que l'on peut traiter les gens comme de la merde et être récompensé pour cela. Puis j'ai quitté le groupe de discussion. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé mon téléphone pendant un moment, m'attendant à moitié à ce que Thomas se présente à ma porte. Mais il ne l'a pas fait. Personne ne l'a fait. Ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai encore dit à personne, c'est que j'avais déjà reçu un appel de l'université. Puisque j'étais listée comme la payeuse, ils m'ont appelé en premier. L'inscription de Chloé serait révoquée d'ici mercredi si le paiement n'était pas effectué. Je pouvais tout arranger en un clic. Mais je ne le ferai pas, car il ne s'agissait pas d'un sac ou d'un voyage. Il s'agissait de ce que Chloé, et honnêtement mon frère aussi, pense que les gens sont, des outils, des banques, des figurants dans leur petite fantaisie de statut. Et je ne joue plus ce rôle. Le lundi matin, le silence était rompu. Mon téléphone a recommencé à vibrer vers 8h30. D'abord Thomas, puis sa femme, puis Chloé depuis un autre numéro, probablement le téléphone de son ami. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je me suis juste assise à ma table de cuisine, buvant du café, regardant les notifications s'accumuler comme une avalanche au ralenti. Puis l'email est arrivé. Objet, notification urgente d'échec de paiement des frais de scolarité. Il venait de l'université. Le paiement avait été officiellement refusé. Le délai de grâce était terminé et son inscription était désormais en attente d'annulation. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de fermer mon ordinateur portable. Pas 10 minutes plus tard, Thomas a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Il n'a même pas dit bonjour. Il a juste commencé à crier, demandant ce qui n'allait pas chez moi, m'accusant de détruire l'avenir de Chloé pour un stupide SMS. Je l'ai laissé parler. Puis je lui ai dit ce que je retenais depuis un moment. Que ce n'était pas à propos du SMS, de la liste de souhaits ou même du baccalauréat. Il s'agissait des années où j'avais tout payé sans un seul merci. Les cours de danse, la robe de bal, les bagues, les programmes d'été. Chaque fois qu'il oubliait de me rembourser, je laissais passer. Chaque fois que Chloé me traitait comme une carte de crédit ambulante, je souriais. J'ai dit,
J'ai juste enfin arrêté. Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a dit quelque chose qui m'a prise au dépourvu, tu as toujours été jalouse de nous. J'ai même ri. Jalouse de quoi? D'une famille qui ne peut pas se permettre d'acheter une robe de remise de diplôme à sa fille sans mendier de l'argent à sa sœur? D'une enfant qui pense qu'on lui doit des cadeaux de luxe juste parce qu'elle existe? J'ai raccroché. Cet après-midi-là, ma mère a appelé. Je savais qu'elle le ferait. Elle le fait toujours quand les choses dégénèrent. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit la vérité. Chaque détail. La liste de souhaits, le « alors ne vient pas », les annulations. Elle a soupiré et a dit « Tu n'avais pas à aller aussi loin, Manon. C'est juste une enfant. » C'est la partie qui m'a piqué, parce que « c'est juste une enfant » est ce que tout le monde disait depuis des années. Chaque fois que Chloé dépassait les bornes, c'était l'excuse. Et chaque fois que Thomas et sa femme la laissaient passer, cela devenait un peu plus normal. Le mardi, l'admission de Chloé a été officiellement révoquée. Je le sais parce que la femme de Thomas a publié un statut cryptique sur Facebook sur la perte de foi en des personnes qu'on pensait de la famille. La moitié des commentaires venaient de leurs amis, disant des choses comme « Vous allez vous en sortir ». Et elle est toujours destinée à de grandes choses. Je n'ai pas commenté. Je ne me suis pas défendue. Mais plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un message de Chloé. Pas de colère cette fois. Juste, ils m'ont dit que je pouvais refaire ma demande l'année prochaine. Papa dit, on trouvera bien quelque chose. Je sais que tu me détestes maintenant, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Pour la première fois, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mais ensuite j'ai pensé à ce PDF, à l'arrogance qu'il contenait. À la façon dont elle s'attendait à ce que je choisisse juste quelque chose de cher et que je le lui remette comme si elle était de la royauté. Et à la façon dont elle avait écrit, « Alors ne viens pas, ma tante. » Elle avait fixé les conditions. Je les avais juste suivies. Pourtant, assise là à lire son message, j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de lui donner une leçon. Il s'agissait de mettre fin au cycle. Celui où je suis le filet de sécurité pour des gens qui ne se sont jamais arrêtés pour penser à ce que cela me coûtait de les soutenir. J'ai tapé un dernier message, je ne te déteste pas. J'ai juste finalement arrêté de payer pour des gens qui ne me valorisent pas. Puis je l'ai bloqué. Cela fait 2 semaines maintenant. Thomas n'a pas appelé. Ma mère ne cesse de dire que le temps arrangera les choses, mais je ne le crois pas. Quelque chose dans cette dynamique familiale s'est brisé et je ne suis pas sûre que cela redevienne jamais comme avant. Et honnêtement, ça me va, car la vérité est que Chloé n'a pas perdu son avenir. Elle a juste perdu son raccourci et j'ai perdu une illusion familiale qui aurait probablement dû prendre fin il y a longtemps. À la 3e semaine, ce n'était plus seulement le silence. C'était un silence calculé. Plus de chaos dans le groupe de discussion. Plus de messages tard le soir. Mais j'ai commencé à entendre des choses de l'extérieur. Ma cousine Camille m'a appelé après un repas partagé à l'église et m'a dit que Thomas et sa femme racontaient une version très différente de l'histoire. Selon eux, j'étais devenue folle pour un malentendu mineur. Ils disaient aux gens que j'avais promis de payer le Range Rover et que je m'étais rétractée de nulle part. Que j'étais amère et imprévisible. Que j'avais intentionnellement humilié Chloé devant ses amis. Cela aurait été risible si ce n'était pas si désespéré. Il me dépeignait comme une tante instable avec des problèmes de contrôle qui avaient fait échouer une remise de diplôme pour une simple demande de cadeau. Peu importe le PDF avec des hyperliens. Peu importe les années où j'avais discrètement payé leurs factures. Ils ont omis tout le contexte. Le rendez-vous au salon qu'elle attendait, la robe sur mesure dont elle s'était vantée auprès de tout le monde, le dîner auquel elle avait invité 12 personnes. Camille a même dit que Chloé racontait maintenant aux gens que je lui avais promis le sac Louis Vuitton, puis que je l'avais laissé tomber la semaine avant la remise des diplômes. Je suis restée là, tenant mon téléphone, écoutant, stupéfaite de la facilité avec laquelle il réécrivait la réalité. Mais je n'ai pas dit un mot publiquement. Je n'ai pas posté de capture d'écran. Je n'ai pas sauté dans les commentaires ni écrit de longs statuts dramatiques sur Facebook. Au lieu de cela, j'ai passé un dernier appel à l'université. Non,
Pas pour annuler le paiement. Ce bateau était parti. J'ai appelé pour changer les informations de contact. J'ai demandé à être retiré comme contact d'urgence, soutien financier et tuteur. Je leur ai dit fermement que je ne serais pas impliqué dans de futures candidatures. Ils ont dit, d'accord, c'est tout. Ce petit acte, ce dernier clic de porte, m'a semblé plus lourd que prévu. C'était comme de quitter un rôle dans lequel j'avais été castée sans mon accord. J'étais toujours tante Manon, laide, celle qui arrangeait les choses quand Thomas et sa femme faisaient des bêtises. J'étais celle qui avait juste de l'argent, comme si je n'avais jamais travaillé pour cela, comme si cela était apparu par magie. Mais maintenant, le téléphone ne sonnait plus. Personne ne frappait à ma porte. Personne ne demandait rien, jusqu'à jeudi. Je suis rentrée du travail et il y avait une lettre scotchée à ma porte d'entrée. Pas de timbre, pas d'enveloppe, juste une feuille de papier de cahier pliée en deux. Elle venait de Chloé. Elle disait, j'étais en colère. J'étais stupide. Je voulais avoir l'air bien devant mes amis et je pensais que te demander ces choses était normal parce que tu dis toujours oui. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose, mais je suis désolée. Et en bas, de son écriture, tu me manques. Je suis restée là longtemps, la tenant. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'étais plus en colère. Ce que je ressentais honnêtement, c'était de la fatigue. Parce que maintenant je réalisais qu'elle ne me manquait pas vraiment. Elle manquait à ce que je lui donnais. La robe, les dîners, les sauvetages. Et ses excuses, ce n'était pas une responsabilisation. C'était du désespoir. Je n'ai pas répondu. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans un tiroir de ma cuisine, non pas pour la garder, juste parce que je n'avais pas encore envie de la jeter. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais que ce ne serait pas la même chose. C'est le samedi suivant que j'ai entendu frapper. Pas le genre poli, le genre qui vient avec des allers-retours sur le porche et quelqu'un qui décide à quel point il est prêt à être en colère. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Thomas. Je ne l'avais pas vu en personne depuis avant le désordre de la remise des diplômes. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis quelques jours. Sa chemise était froissée. Il ne portait rien et n'avait pas l'air de venir crier. J'ai ouvert la porte juste assez pour l'entendre dire « On peut parler ?» Je suis sortie. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'étais pas prête pour ça. Il n'a pas commencé par des excuses. Il a commencé par « Elle ne va pas bien ». J'ai attendu. Il m'a dit que Chloé ne mangeait pas beaucoup, ne parlait pas à ses amis, avait supprimé tous ses réseaux sociaux. Elle avait commencé à postuler à des lycées professionnels locaux, mais avait à peine réussi la première candidature avant de s'effondrer. Je lui ai dit que je n'étais pas surprise. Elle avait construit toute son estime de soi sur le fait d'être admirée. Retirer les projecteurs et que reste-t-il ? Il a dit, tu as prouvé ton point. Je pense que c'est là que j'ai réalisé à quel point il était perdu. Je n'ai pas prouvé un point. J'ai finalement arrêté de maintenir une réalité qu'il ne pouvait pas se permettre et refusait d'admettre. J'ai donné plus que la plupart des gens et j'ai été punie pour avoir tracé une limite. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de vengeance. C'est une question de respect. J'ai arrêté de payer pour quelqu'un qui me traitait comme une ordure. C'est là qu'il a finalement craqué. Il a dit qu'il avait peur que la seule raison pour laquelle Chloé ait été acceptée dans cette école était la combinaison de son portfolio artistique et de mon soutien financier. Qu'avec sa femme, il comptait sur moi pour continuer à aider non seulement pendant ses études, mais probablement après. Il a même dit, tu gagnes plus que nous. Quelques milliers d'euros, qu'est-ce que c'est pour toi ? Ça a fait plus mal que n'importe quelle insulte. Parce que cela m'a dit tout ce que je devais savoir. Qu'aucun d'eux ne m'avait jamais vu comme de la famille. Juste comme une ressource inépuisable sans droit de dire non. Je lui ai dit que la conversation était terminée. Il m'a supplié de ne pas abandonner l'avenir de Chloé. Je lui ai dit la même chose que je lui avais dit dans le SMS, je n'abandonne pas son avenir. Je ne le paie juste plus. Il est resté là quelques secondes. Puis il a dit quelque chose qui m'a presque fait rire, tu sais qu'elle va te haïr pour toujours pour ça. J'ai dit, alors elle devra apprendre ce que ça fait de haïr quelqu'un qui lui a dit non.
Il est parti. Pas d'au revoir. Je suis rentrée, j'ai versé un verre de vin et je me suis assise dans le silence. J'aurais dû me sentir secouée, mais ce n'est pas le cas. C'est propre. Comme le moment où une tempête attendue depuis longtemps éclate enfin et que l'air change. Je ne sais pas si Chloé va jamais revenir. Je ne sais pas si Thomas et moi parlerons à nouveau, mais je sais ceci, j'en ai enfin fini d'être le plan de secours de la famille. Un mois s'est écoulé. Je n'ai pas eu de nouvelles de Chloé. Pas un appel, pas un SMS, pas un même passif-agressif transféré par sa mère. Le groupe de discussion familiale est resté silencieux comme si tout le monde avait quitté le lieu de l'accident, mais ne voulait pas être le premier à parler. Je ne l'ai pas quitté à nouveau. Je l'ai juste mis en sourdine. Puis un matin, j'ai reçu une lettre par la poste. Du vrai courrier. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture dès que je l'ai vue. Les boucles nettes et inclinées que Chloé utilisait toujours quand elle essayait d'être prise au sérieux. C'était 2 pages. Elle n'a rien demandé. Elle n'a pas supplié. Elle a écrit sur la façon dont elle avait passé ses 2 premières semaines après la remise des diplômes à éviter les gens. Sur la façon dont chaque fois qu'elle voyait un de ses camarades de classe poster des photos de leur voyage d'été ou de leur installation dans leurs nouvelles écoles, elle se sentait mal. Elle a admis qu'elle s'était montrée arrogante lorsqu'elle avait envoyé la liste de souhaits, qu'elle supposait que je trouverais ça drôle et mignon. Elle a dit qu'elle pensait honnêtement que c'était normal de demander des choses comme ça parce que personne ne lui avait jamais dit que ce n'était pas le cas. Elle a dit que personne ne lui avait jamais dit non d'une manière qui signifiait réellement quelque chose. Pas avant que je le fasse. Elle a écrit, « Je ne comprenais pas pourquoi tu étais si froide jusqu'à ce que je réalise que tu n'étais pas froide. Tu étais juste finie. Et maintenant je pense que c'est pire parce que tu es la première personne que j'ai jamais rencontrée qui a juste arrêté de se montrer pour moi. Je pensais que tu serais toujours là et je t'ai traité comme si tu n'avais pas le choix. » Elle a terminé la lettre par « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'avais besoin que tu saches que je le vois enfin. Je vois ce que j'ai fait et je vois ce que tu faisais réellement toutes ces années. » Je suis restée assise à la table de la cuisine pendant longtemps après avoir fini de la lire parce que, pour la première fois dans tout ce désordre, j'ai eu l'impression qu'elle me regardait enfin comme une personne. Pas un portefeuille, pas une roue de secours, pas une garantie, juste une personne. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais même pas si je le voulais. J'ai laissé passer 2 autres semaines. Puis un samedi, je lui ai envoyé un SMS. Juste une ligne, merci pour la lettre. J'espère que tu continueras à trouver des solutions. Pas d'émoji cœur. Pas de fausses promesses. Pas d'offre d'aide. Juste un fil. Un dernier fil. Et je pense que c'est là que ça va rester. Pas un pont réparé. Pas une seconde chance. Juste la plus petite ouverture. Parce que parfois, la meilleure chose que vous puissiez donner à quelqu'un n'est pas de l'argent ou une robe ou un avenir qui lui est donné. Parfois, la chose la plus précieuse que vous puissiez donner est le moment où tout s'effondre. Pour qu'ils aient enfin à trouver comment construire quelque chose par eux-mêmes.